Et c'est quand même, tout le monde se trahit. Je sais, vous avez trahi Madame Le Grip déjà dans votre vie politique? Je n'ai pas le sentiment d'avoir trahi. J'ai changé. Voilà, très franchement. Donc après, je laisse chacun apprécier librement, mais je n'ai pas été toujours, par exemple, membre de la même famille politique. Il se trouve que j'ai à peu près toujours, globalement, le socle d'idées et de valeurs que j'avais à l'âge de 18 ans. Je ne veux pas définir ici libérale, sociale, européenne, sans entrer trop dans le détail, mais il a pu m'arriver effectivement de voir les familles politiques auxquelles j'appartenais changer de nom, changer de périmètre. Mais surtout, je fus membre de l'UDF, par exemple, et puis ensuite de l'UMP. Bon, tout ça, voilà, des changements, oui, ça existe dans la vie. On change tous avec l'âge. Oui, mais quand vous entendez, par exemple, Monsieur le maire, Monsieur Bayrou, dire pire que pendre de Monsieur Macron, et puis quelques mois ou quelques années après travailler avec lui, c'est vrai que ça peut heurter, vous le savez bien, l'opinion publique. Ça peut désarçonner. Je salue donc Fabrice Lafitte, mais c'est l'homme qui est en régie et il est heureux comme tout parce que thanks God it's Friday. Exactement. Bien évidemment. Bonjour à Monsieur Boubouk qui est venu aujourd'hui avec la première ministre, à savoir sa mère. Puisqu'elle est là. Ah, c'est pas impossible qu'elle soit nommée. Hein. Attention, ça irait, attention. Ça filerait doux. Bon, Madame Boubouk est là et elle est venue avec son nouveau fiancé parce qu'elle en a un par an. Voilà, tout à fait. On dit les choses clairement parce qu'on est entre amis. Ça tombe à chaque beaucoup, fois, elle vient avec un nouveau compagnon. Donc votre mère me présente des. À chaque fois, elle est très gentille, votre mère. Mais je trouve que c'est très bien. Il y a un gros roulement, comme on dit. Voilà, tout à fait. Il y a un gros roulement. Mais j'ai l'impression que le monsieur en question, qui s'appelle Noël, Noël va peut-être passer. Il passera précisément Noël. Tout ce que je dis, évidemment, est exact. C'est ça qui est terrible. Parce qu'il ne faut rien me dire, moi, ça, je le dis immédiatement à l'antenne. Alexandre Omar est là. Bonjour Alexandre. Bonjour Pascal. Et puis Jacques Serret, effectivement, à 11h08. Alors, 11h08, le tapis rouge est sorti à Matignon. On nous annonce... Et plus que le tapis rouge, c'est-à-dire qu'il y a une scène complètement lunaire à Matignon en ce moment, c'est-à-dire que le tapis rouge a été installé, et que les micros ont été installés, mais précision importante de la seule journaliste présente à Matignon, à savoir Anne Renaud de l'AFP, puisque l'AFP a un bureau dans la cour de Matignon. Elle explique que les techniciens se sont interrogés sur la hauteur du deuxième micro, ou à quelle hauteur le placer en fonction du futur ou de la future première ministre. Donc du coup, ils ont mis les deux micros au même niveau, ne sachant pas à quelle hauteur le placer. Bon, pour ceux qui prennent l'antenne à l'instant, on va leur raconter ce qui se passe depuis 8h30 ce matin. C'est-à-dire qu'à 8h30, François Bayrou est arrivé à l'Élysée. Et le président de la République l'a reçu pendant combien de temps ? 1h45 de rendez-vous à l'Élysée avec François Bayrou, qui est quand même très long, il faut dire, pour un rendez-vous avec le président. Le jour où l'Élysée nous a dit que le Premier ministre serait nommé en fin de matinée, puisque je vous rappelle quand même que mardi soir, on nous a dit ça va prendre 48 heures, que hier soir, on nous a dit bon, c'est pas pour ce soir, c'est pour demain matin. Donc là, il est 11h09. La matinée, à mon sens, se termine à midi. Donc, peut-être en saura-t-on un peu plus d'ici là. En tout cas, l'annonce du Premier ministre aura lieu par communiqué. Donc, ce sera un mail de l'Élysée. Alors, on est là en train de décrypter et de chercher un sens à peut-être ce qui n'en a pas. Mais Monsieur Bayrou a quitté l'Élysée à quelle heure précisément ? Il est 11h10. Il a quitté l'Élysée il y a plus de 45 minutes maintenant ? Oui, c'est ça, un peu plus de 45 minutes. On aurait pu imaginer que 45 minutes plus tard, si tout le monde était d'accord, le communiqué parte. Absolument. Quitte à faire la passation de pouvoir dans 1 heure, dans 2 heures, etc. Or, le communiqué n'est pas parti. Mais c'est ça, c'est tout on ne sait pas ce qu'il s'est dit entre les deux hommes. Et c'est vrai que, alors même que François Bayrou était dans le bureau d'Emmanuel Macron, plusieurs sources au sein de différents ministères nous indiquaient passation de pouvoir en fin de matinée. C'est-à-dire que les différents ministères ont reçu un message leur disant préparez-vous, il va y avoir une passation en fin de matinée. Constance Le Grip est avec nous, elle est députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, elle va nous dire ce qu'elle en pense. On sera également avec Laurent Jacobelli, député du Rassemblement National, mais c'est assez... Alors, moi je n'ai pas d'avis par définition, en tout cas je n'ai pas d'information. La seule chose que je peux dire, c'est que Édouard Philippe, on ne l'avait pas vu venir, Jean Castex, on ne l'avait pas vu venir, Elisabeth Borne, on ne l'avait pas vu venir, Gabriel Attal, on ne l'avait pas vu venir, et Michel Barnier, on ne l'avait pas vu venir. Les 5 noms, il avait masqué son jeu. Est-ce que ce que je dis est exact ? Oui et non, dans ce sens, on les avait pas vu venir une semaine avant, mais la veille, voire en tout cas les quelques heures qui précédaient leur nomination,
on avait l'information, c'était remonté. Soit Michel Barnier, Gabriel Attal, même Jean Castex, son nom était arrivé au moins dans les 24 heures avant. C'est vrai que ça paraissait peu, mais tout de même, on avait ces remontées-là. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi? Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Ah non, si votre décision est prise, c'est qu'il n'est pas trop tôt pour faire un choix. Ah bah, alors, ma décision est prise, je l'ai même noté sur ce papier, mais pour le coup, je pense qu'il est encore un peu tôt pour faire un choix. Alors, visiblement, c'est la série Marc de La Flamme qui passait sur Canal. La série La Flamme, tout à fait. La série La Flamme. Et vous aurez reconnu dans le personnage de Marc un copier-coller peut-être d'Emmanuel Macron. On peut réécouter cette petite phrase ? Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi? Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Ah non, si votre décision est prise, c'est qu'il n'est pas trop tôt pour faire un choix. Ah bah, alors, ma décision est prise, je l'ai même noté sur ce papier, mais pour le coup, je pense qu'il est encore un peu tôt pour faire un choix. C'est Jonathan Cohen. C'est Jonathan Cohen. Bon, Constance Le Grip, c'est vrai qu'il y a un peu d'agacement. Et je suis pas sûr que ça serve tout à fait d'abord le président de la République, mais aussi l'image du monde politique. Je conçois aisément ce que vous dites, l'agacement, voilà, un peu de nervosité ici ou là, à l'heure des réseaux sociaux, des chaînes d'infos, où on aime quand même les décisions efficaces et en fait, rapides. ce qu'on comprend pas, c'est la mise en scène. Non, mais ce qu'on comprend pas, c'est la mise en scène. C'est-à-dire que qu'on réfléchisse, pourquoi pas, mais qu'on réfléchisse en direct avec les Français, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que la voiture de Monsieur Bayrou, il y a une sorte de feuilleton, les chaînes d'infos suivent. Je voyais ce matin, les chaînes d'infos suivaient la voiture de Monsieur Bayrou. À l'heure des chaînes d'infos, c'est pas nous, les parlementaires du bloc central, qui convoquons les médias et les journalistes jugés sur les motos pour suivre les voitures. On aurait pu, effectivement, en termes de méthode, je suis d'accord avec vous, je vous le dis très très franchement, imaginer des méthodes qui permettent de prendre son temps, de discuter, de se concerter, mais d'une manière un petit peu plus organisée et un peu plus séquencée. Alors que là, on est dans un entre-deux où il y a eu un début de commencement d'ébauche, de méthode, de dialogue, de concertation, etc. Mais avec en même temps, certains à l'Élysée, peut-être pas le président lui-même, mais certains à l'Élysée qui disent si, il y a une borne temps, vous allez voir, il va y avoir. Voilà, donc tout ça donne une impression effectivement pas extraordinairement Je n'ai pas compris géniale. Ce que vous avez dit. Il y en a à l'Élysée qui disent il y a une borne temps. Non, mais parce que ce sont des personnes de l'entourage du président de la République qui ont dit, par exemple, ça sera à tel ou tel jour, ça sera, etc. Voilà, la borne temps, et puis voilà, 48 heures, et puis ensuite, la borne temps TEMPS. Pardon. Oui, tout la à fait. borne temps TEMPS. Alors, c'était Emmanuel Macron qui avait fixé ce délai de 48 heures lors de la réunion mardi. C'est le président lui-même. Est-ce que vous avez les participants à cette réunion? Puis après, on a parlé de ce matin. Alors, Léa va être avec nous, elle habite Narbonne dans un instant, mais est-ce que vous avez une préférence pour le Premier ministre, Madame Le Grip? Et je rappelle que vous êtes députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. J'ai pas de préférence quant à la personnalité, l'homme ou la femme qui doit aller à Matignon. Par contre, il y a clairement un certain nombre de lignes rouges, si je puis me permettre cette expression, que nous avons fixées. Alors, je l'ai redit quand même parce que par les temps de confusion et de troubles, d'agacement que nous connaissons, ça vaut peut-être la peine quand même de rappeler que nous, le bloc central, notamment le groupe auquel j'appartiens, nous ne voulons pas d'une personnalité de gauche qui n'aurait pas pris clairement ses distances avec le nouveau Front populaire et notamment et particulièrement la France insoumise. Ça c'est clair, on l'a dit. On ne veut pas d'une personnalité de gauche qui n'aurait pas pris ses distances, qui n'aurait pas clairement affiché qu'elle n'a pas l'intention de quitter le nouveau Front populaire et qu'elle n'a aucune accointance ni passée ni présente avec la France insoumise. Nous ne voulons pas de l'application du programme du nouveau Front populaire et moi, à titre personnel, voilà, ça c'est la ligne rouge politique, si je puis dire, que nous partageons avec d'autres familles politiques, d'ailleurs, qui font partie du socle commun sortant. Moi, à titre personnel, je souhaiterais une personnalité qui soit capable de rassembler et dont, je dirais, la capacité à rassembler et à incarner un certain nombre de valeurs auxquelles je tiens, l'autorité, l'ordre, la capacité à écouter aussi, soit avérée. Donc ça dessine quand même un profil qui n'est pas exactement un profil socialiste ou Vous êtes plus communiste, Bruno Retailleau, Le Cornu, que Cazeneuve, pour résumer.
Cazeneuve. Après, pour faire quoi? Mais pour faire quoi? La question est pour Monsieur Retailleau, il est sur une ligne et puis Monsieur Cazeneuve est sur une autre. Léa, alors, bonjour. en matière régalienne, c'est pas si évident que ça. Mais sur d'autres sujets, il y a manifestement des différences. Bonjour Léa, vous habitez Narbonne, vous avez 25 ans. Léa, est-ce que politiquement, vous vous situez où? Je pense comme une majorité de Français à droite. Voilà, j'ai voté RN aux dernières législatives et je suis très 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 déçue du camp macroniste pour le coup, puisque j'entends Madame Le Grip, alors je suis vraiment désolée que ça tombe sur elle, qui prône certaines valeurs, mais ça n'a pas dérangé de s'associer à la LFI justement pour faire barrage au RN. Donc 6 mois plus tard, se rendre compte que finalement il faut peut-être plus partir de la Républicain. Bon, comme Madame Le Pen n'en fait plus partie, mais elle en faisait partie il y a 6 mois. Donc ça prouve encore que la parole des politiques ne vaut plus rien, et particulièrement celle des macronistes. Permettez-moi l'expression, surtout comme on devait avoir déjà un Premier ministre il y a un peu plus de 48 heures maintenant. Bon voilà, c'est juste une preuve de plus qu'on ne peut pas leur faire confiance. Alors moi je veux bien répondre à cette dame. Madame Le Grip vous répond. Avec beaucoup d'attention et d'intérêt ce qu'a dit Madame, et je vous remercie de poser des questions très, très directes et très franches. Alors, je ne peux répondre que pour ce qui me concerne. Moi, je suis pas chef de parti, je suis pas porte-parole de mon parti, je suis même pas porte-parole du groupe auquel j'appartiens, dans lequel je suis apparentée. Mais pour ce qui me concerne, je l'avais dit extrêmement clairement, et croyez-moi, j'étais pas la seule candidate du bloc central à le dire pendant la dernière campagne électorale législative, et on peut retrouver tout ce que j'ai dit et même tout ce que j'ai écrit. J'avais clairement et avec beaucoup de fermeté dénoncé cette stratégie du Front républicain. Pour ce qui me concerne, je n'ai eu à connaître aucun désistement. Je me suis battue dans une triangulaire, ce qui n'était pas simple, que j'ai gagné. J'avais face à moi une candidate Nouveau Front Populaire LFI. Donc pour ce qui me concerne, je n'ai jamais adhéré, et je l'avais même dit, y compris aux responsables de la famille politique qui m'avaient apporté leur soutien, que je n'adhérais pas du tout à cette stratégie du Front républicain, et que moi, j'étais très clairement dans je dis les choses comme elles sont, le ni-ni. Ni LFI, ni Rassemblement National. Voilà, je réponds juste à Madame. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de mensonge ou de dissimulation à cet égard de ma part. Moi, je trouve souvent qu'il y a une posture, parfois, puisque vous parlez de valeurs que vous avez, et je ne mets pas, et ça c'est à titre personnel bien sûr, je ne mets pas la France Insoumise et le Rassemblement National sur le même niveau, au même niveau. Et à chaque fois que je pose la question aux uns et aux autres entre un candidat de LFI et un candidat RN, vous dites Nini. Moi je dis Nini, oui. Peut-être que tout le monde ne dit pas ça. Moi je le dis, et je peux vous dire pourquoi. Ça ne veut pas dire que je mette un signe égal. Je ne mets pas Marine Le Pen aujourd'hui, par rapport à ses déclarations, et notamment depuis le 7 octobre, je ne la mets pas, effectivement, puisque la démocratie, c'est souvent de choisir, elle n'est pas coupable à mes yeux des mêmes déclarations contestables qu'a dit M. Mélenchon et l'ensemble de la France Insoumise. Sur ce sujet-là, je partage tout à fait. Oui, mais c'est qui un me sujet tient à primordial. cœur, moi aussi, c'est un sujet primordial, mais il y a d'autres sujets sur lesquels il peut y avoir des convergences, y compris sur le plan, par exemple, fiscal, social ou budgétaire, entre les amendements, les propositions portées tant par le Rassemblement National que par la France Insoumise. Et puis, par-delà le terrible pogrom du 7 octobre et le déferlement d'antisémitisme et d'antisionisme auquel nous assistons dans notre pays, ailleurs en Europe et dans le monde occidental malheureusement aussi, et à cet égard, les déclarations des uns et des autres ne sont absolument pas à mettre sur effectivement un signe d'égalité. Et je partage tout à fait ce que vous dites sur la France Insoumise et tout ce détestable maelstrom de déclarations épouvantables qui sont faites par les députés, les militants, les dirigeants de la France Insoumise. Il y a d'autres sujets, sur les sujets européens, sur les sujets, par exemple, c'est pas comparable. Russie. Écoutez, si quand même, il y a une certaine continuité. Alors je sais bien que maintenant, il faut pas le dire, on le dit plus, ça peut passer sous silence, mais enfin quand même des accointances avec le régime syrien, de responsables du Front National et du Rassemblement National, des voyages, des déclarations, la Russie de Poutine. Enfin, voilà. Il y a un certain nombre de sujets européens encore. On en parle régulièrement. Moi, je suis membre de la Commission des Affaires européennes. Les Républicains étaient sur cette ligne-là. J'étais pas sur cette ligne-là. Les Républicains étaient sur cette ligne-là. Je pense pas non que les Républicains, je sais pas qui, les Républicains. Ou l'UMP à l'époque. Je ne crois pas non qu'il y a eu peut-être une ou deux personnes. Voilà, et c'est très fâcheux qui ont cru bon de s'afficher aux côtés de Bachar al-Assad, mais je pense pas qu'il y ait eu une ligne là. Et en tout cas, ça n'a jamais été la mienne. Donc vous permettez que je choisisse mes causes et mes engagements, et
donc ce que je dis en fonction de ce qui me semble être important sur le plan européen, sur le plan international, sur le plan d'un certain nombre de sujets économiques et sociaux. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, alors je ne vous en fais pas le grief à vous, je vois souvent de la posture parce qu'au fond, je vois beaucoup plus de convergence entre le bloc central, les LR et le Rassemblement national, beaucoup plus de convergence qu'avec LFI. Et eux-mêmes, dans leur programme... C'est pas faux. Ah oui, ça c'est difficile de dire le contraire. On peut se retrouver sur un certain nombre de sujets régaliens. Quand je parle de posture, effectivement, le Rassemblement national est le mouvement qu'il est, avec l'histoire qu'il a, et effectivement, on est, me semble-t-il, souvent dans la posture. Jacques Serret, on me dit que Monsieur Le Cornu revient dans le jeu. On me dit également que Monsieur Bayrou n'est pas très content de son entretien, mais je suis d'une grande prudence, bien évidemment. Il faut être très prudent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent là en ce moment, des rumeurs expliquant que l'entretien entre François Bayrou et le président se serait mal passé, mais j'emploie le conditionnel parce que ce sont que des bruits. C'est-à-dire que Bayrou ne répond plus à personne. C'est-à-dire que je viens là justement d'échanger avec l'un des proches de François Bayrou et il ne l'a même pas eu au téléphone. C'est-à-dire que même les personnes avec qui il travaille habituellement ne l'ont pas eu. Je vous confirme, voilà. Bon. Donc, et il y a eu également des rumeurs dans le même temps selon lesquelles Sébastien Lecornu serait à l'Élysée, et en même temps, c'était immédiatement démenti par son entourage, puisqu'il nous explique qu'il est à l'hôtel de Brienne, au ministère des Armées, et qu'il n'est pas dans le bureau du président. Donc, bon, cette séquence, on sait à qui elle va profiter si elle dure trop longtemps, parce que ce spectacle, je le disais, n'est peut-être pas une bonne chose pour le monde politique. Alors, je voulais vous faire écouter quelques réactions ce matin. Tout d'abord, Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise, elle était l'invitée de Romain Desarbres. Mais moi, je peux vous le donner ce matin, le nom du Premier ministre. On le connaît, il s'appelle Emmanuel Macron. Ce qu'Emmanuel Macron, c'est très clair, il veut la poursuite de sa politique, et donc, au point où il en est, qu'il se nomme à Matignon et qu'il assume complètement. Quand il avait nommé Michel Barnier, c'était pas véritablement la poursuite de sa politique. Alors, je vous l'accorde, il avait nommé un Premier ministre qui était issu du plus petit groupe à l'Assemblée nationale, qui avait fait 5% des voix et qui, allait poursuivre sa politique. Il est là le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est qu'on a un président de la République qui est retranché à l'Élysée, tel un forcené. Je vous propose peut-être d'écouter encore Manon Aubry lorsqu'elle parlait de François Bayrou. Écoutez, François Bayrou, c'est un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron en 2017 à l'élection présidentielle. François Bayrou, il a été par ailleurs commissaire au plan, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait comme commissaire au plan, mais il est l'incarnation même du macronisme. Et donc, comment se fait-il que quand Emmanuel Macron perd l'élection, il veuille à tout prix nous imposer la continuité de sa propre politique? Vous voyez bien que ça ne marche pas. Sébastien Cheny, député du Rassemblement national, il était ce matin sur France 2. On est habitué à ce qu'Emmanuel Macron nous raconte n'importe quoi, qu'il dise le Noël lundi et puis finalement il est nommé 15 jours après, donc on l'attend pour la Saint-Glinglin. Mais la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron doit se rendre compte qu'il faut maintenant que nous puissions, nous les parlementaires, construire un budget qui soit adapté à la situation, parce que la situation du pays, nous la connaissons. Si c'est pour reproduire le budget de Michel Barnier, si c'est pour nommer le frère de Michel Barnier, ou Michel Barnier en plus jeune, en plus vieux, ou en femme, ça aura les mêmes conséquences. Qu'est-ce qui se passe en régie, là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une manifestation en régie, monsieur Olivier Guénec? Non, pardonnez-moi, on discutait d'autre chose. Vous pourriez vous intéresser à l'émission? On s'amuse beaucoup. On s'amuse, il y a plein de gens qui passent. C'est pas Noël encore, on travaille, c'est vendredi. Oui. Mais les gens adorent venir, excusez-nous. Oui, d'accord, mais les gens adorent venir. C'est pas une boîte de nuit, la régie, s'il vous plaît. Oui. Écoutons François Bayrou. Alors, ce matin, justement, à 6h15, à l'heure où blanchit la campagne, monsieur Tessier est déjà debout. Et moi, je me réveille avec lui, quasiment. Je suis debout déjà depuis 2-3 heures. Bien sûr. Évidemment. J'ai fait un footing, je suis allé à la messe à Matine, et puis j'écoute à 6h15 votre intervention. Et là, vous avez ressorti des archives de monsieur Bayrou sur Europe 1 en 2016. Voici ce qu'il disait d'Emmanuel Macron. Derrière la candidature Macron, il y a des intérêts financiers. Vous lisez les... Mais c'est qui? C'est le MEDEF? Écoutez, la première levée de fonds que M. Macron est allé faire à Londres, à la City. Alors peut-être je suis plus social et même plus à gauche qu'un certain nombre d'attitudes de cet ordre. Bon, et voici ce qu'il disait également. En 2017, il prévoyait que ça ne marcherait pas. Ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir
exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois, de très grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Bon, manifestement, il n'a pas réussi, son analyse n'était pas forcément la meilleure. Et puis, un intervenant peut-être surprise dans ce débat politique, qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est Michel Sardou, qui aujourd'hui a pris la parole pour parler de la dissolution, et qui a fait un résumé finalement assez synthétique. La France aujourd'hui, je préférais la mienne. Hein, comme toujours, on préfère toujours sa jeunesse. Quand on dit que c'était mieux avant, c'est une connerie. Parce qu'en fait, c'était notre jeunesse qui était mieux avant. Mais là, je suis un peu perdu. Pour vous dire, je sais pas ce que j'écrirais. Côté bordélique, peut-être me plairait. Ah oui ? Oui. La dissolution, le fait qu'on n'arrive pas à s'entendre, tout ça, finalement, oui, finalement, c'est bien fait pour sa gueule. C'est nous qui avons voulu ça. Bon, c'est bien fait pour sa gueule, c'est un petit peu trivial peut-être et un petit peu expéditif. C'est-à-dire, ce qu'il faut dire, c'est que la dissolution avait été vendue au président de la République avec la certitude que ce soit le Rassemblement national qui gagne les élections législatives. Et il avait fait le pari, Monsieur Macron, qu'il prendrait un peu de recul, qu'il reprendrait peut-être un peu de couleur dans les sondages, qu'il quitterait l'Élysée en meilleure forme. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen serait exposée à la réalité et peut-être ne serait-elle pas en situation de réussite. Parce que c'est vrai, Madame Le Grip, que Madame Le Pen a un avantage considérable sur vous, c'est qu'elle n'a jamais été au pouvoir. Donc c'est d'une puissance très grande pour les uns et les autres. Sauf dans certaines villes. Le Rassemblement national, le Front National a quand même géré un certain nombre de villes et pas toujours au mieux. Oui, il se trouve qu'ils sont réélus quand ils ont les villes. Et je pense à Perpignan et à Béziers. Donc, pas tous, mais ils sont souvent réélus. Donc, c'est aussi... Beaucoup de maires ont été réélus lors des dernières élections municipales qui se sont déroulées dans... J'entends bien, mais M. Alliot était maire de Perpignan. Les gens ont testé M. Alliot, ils l'ont réélu. Bon. Mais en revanche, convenez qu'une personne qui n'a jamais été au pouvoir a un avantage sur vous, avec les difficultés, pour ne pas dire le désastre, des quinquennats Macron. C'est-à-dire que sur... Je ne me retrouverai pas dans le mot désastre, hein, parce que voilà, on écoutez, va pas refaire tout le panel mais j'entends bien, mais écoutez, les finances, c'est un désastre. L'immigration, c'est un désastre. Le régalien, la sécurité, c'est pas réussi. Donc je vous assure, il y a beaucoup de... Le bilan, il va être globalement négatif. J'en ai peur. Vous me faire dire que c'est extrêmement difficile de gouverner la France et que tout n'est pas au mieux, je vous le concède bien volontiers. Quel est le point positif d'Emmanuel Macron depuis 2017 ? Le chômage de masse qui était quand même une fatalité absolue. Mais c'est partout dans l'Europe, madame. Écoutez, dans bien toute sûr, l'Europe, il baisse. Mais parce que nous faisons partie de l'Union européenne, nous faisons partie de la zone euro et que nous essayons, vaille que vaille, de rester cohérents dans un certain nombre de choix économiques et quel est le point que vous trouvez positif la réduction de cette fatalité qui était le chômage de masse, l'attractivité avec la réindustrialisation en France. On peut dire ce que l'on veut, mais le nombre d'usines qui ouvrent, qui s'installent, l'attractivité des investissements étrangers, le nombre de jeunes Françaises et Français en contrat d'alternance ou d'apprentissage, tout n'est pas aussi désastreux. Non, mais alors là, que les Français n'aient pas cette perception-là, parce qu'effectivement, il y a... c'est le Mais parce que la drogue, dans toutes les villes, qui sont difficiles à expliquer. Alors, mais non, c'est très facile à expliquer la drogue et l'insécurité. Je vous assure, c'est souvent très facile à expliquer. Dire qu'il y a plus d'attractivité, plus d'investissements directs étrangers, qu'il y a des usines qui rouvrent, etc. Dans un certain nombre de régions, on s'en rend compte. Vous allez à Dunkerque, vous allez voir concrètement que les gens ont bien compris ce qui était en route pour la réindustrialisation, et l'installation d'un certain nombre d'usines. Le point positif, c'est qu'il n'y a pas eu d'impôt nouveau en France, et ça, c'est notamment pour les sociétés. Je voulais terminer par la baisse des impôts et les chiffres qui attestent quand même que tout a été fait. Ça a creusé le déficit, ça a coûté très cher collectivement à la nation française, effectivement, pour protéger nos emplois, pour protéger nos compatriotes pendant les quelques grosses crises à nul autre pareil que nous avions traversées. La crise du Covid, la crise inflationniste, la crise énergétique. On a beaucoup protégé les Français et leur pouvoir d'achat.